Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Sciences criminelles. Dirigée par Robert Cariot. La collection Sciences criminelles se destine à la publication de travaux consacrés à l'analyse complexe du phénomène criminel. Multidisciplinaire par définition, elle a vocation à promouvoir les réflexions critiques portées par les disciplines impliquées, dont l'angle d'approche spécifique enrichit la connaissance globale du crime, tant en ce qui concerne les protagonistes, infracteurs, victimes, société que les stratégies d'intervention sociale, prévention, répression, traitement. En France comme à l'étranger. Les contributions émanant de chercheurs, de praticiens de la justice ou du travail social empruntent la forme d'ouvrages de doctrine, de recherche collective ou d'actes de rencontres scientifiques. 2 séries complètent la collection. Le traité de sciences criminelles, multi-auteurs, présente sous la forme de manuel les principales disciplines qui composent les sciences criminelles. Philosophie criminelle, criminologie, politique criminelle, droit criminel, procédure pénale, criminalistique, médecine légale et victimologie. Les controverses rassemblent de courts essais sur des questions majeures de la connaissance scientifique dans le champ criminologique. En pointant leurs contradictions, redécouvertes et zones d'ombre, les réflexions participent à une meilleure compréhension de la complexité des conduites humaines. Derniers ouvrages parus. Pembanzoulou et al. Dire, les nouvelles figures de la dangerosité. Npignou, la réparation des victimes d'infractions pénales. Pembanzoulou, la médiation pénale, nouvelle édition. Jinori, traitement des responsabilités civiles et pénales. Traité de sciences criminelles. P.R. Cariot, victimologie, 4e édition 2012. 4. R. Cariot, introduction aux sciences criminelles, 6e édition 2008. 8. R. Cariot, justice restaurative. Principes et promesses, 2 édition 2010. Controverse. R. Cariot M.H. Herzog Evans, L.M. Villerbu, la criminologie à l'université. R. Cariot dire, les rencontres détenues victimes, l'humanité retrouvée. S. Arati dire, et si la victime n'existait pas? Monsieur Herzog Evans, moderniser l'approbation française. Un défi à relever. F. Rognon Brice Démier, punir, restaurer, guérir. 5. Également la collection criminologie. Page V. Tournier dire, enfermement. S. Abdelaoui dire, l'expertise psycholégale. Serossi homicide, les proches des victimes. Monsieur Herzog Evans, le juge de l'application des peines, Monsieur Jourdain de la désistance. C. Condomina, sentiments amoureux et conjugalité violente. Série champ pénitentiaire. Pembanzoulou, Monsieur Herzog Evans, S. Courtine dire, insertion et désistance des personnes placées sous main de justice. Savoir et pratique. Pembanzoulou, F. Dieu dire, administration pénitentiaire et justice. Ouvrage publié par Robert Cariot. Femmes et criminels, RS 1992. Introduction aux sciences criminelles, L'Harmattan 1995, 6e édition 2008. Les femmes résistent au crime, L'Harmattan 1997. Jeunes délinquants. À la recherche de la socialisation perdue, L'Harmattan 1996, 2e édition 2000. Victimologie, volume 1 L'Harmattan 4e édition 2012. Victimologie. Volume 2, les textes essentiels L'Harmattan de ed. 2003. L'Aînée victime. La fin d'un tabou, ed. L'Harmattan 2004. La prévention précoce des comportements criminels. Stigmatisation ou bientraitance sociale, L'Harmattan 2004. Justice restaurative. Principes et promesses, L'Harmattan 2005, 2e édition 2010. La criminologie, à l'université. Mythe et réalité, en colle avec Monsieur Herzog. Evans et L.M. Villerbu, ed. L'Harmattan 2012. En codirection. La criminalité des femmes, RS 1989. La personnalité criminelle, RS 1991. La peine de mort au seuil du 3e millénaire, RS 1993. Profession criminologue, spécialisation ou professionnalisation? RS 1994.
La médiation pénale, entre répression et réparation L'Harmattan, 1997. Les abuseurs sexuels, quel est, traitement S, L'Harmattan 1998. Les politiques publiques interministérielles d'aide aux victimes, 2001. Œuvre de justice et victimes, L'Harmattan 2001. Victimes, du traumatisme à la réparation L'Harmattan 2002. L'aide aux victimes 20 ans après L'Harmattan 2003. La victime est-elle coupable L'Harmattan 2004. Les droits des victimes d'infractions PPS, la documentation française 2007. Tabou et réalité du crime au féminin, aide. L'Harmattan 2010. La justice restaurative. Une utopie qui marche? Aide. L'Harmattan 2010. Les rencontres détenues-victimes. L'humanité retrouvée L'Harmattan, 2012. Psychocriminologie, Duno 2008, de Haidt édition 2012. Réinsertion des délinquants à haut risque, aide. L'Harmattan 2015. Principales abréviations. AAV, Association d'aide aux victimes. AD, ajouter. AEMO, Action éducative en milieu ouvert. AGRASC. Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. AIC, Annales internationales de criminologie. AIDP, Association internationale de droit pénal. AJPE accent aigu N. Actualité juridique pénale. AL, alinéa. APAVIM, Association paloise d'aide aux victimes et de médiation. APEV, Association d'aide aux parents d'enfants victimes. AQPV, Association québécoise plaidoyer victime. ARCA, Association régionale de criminologie d'Aquitaine. Arch. Phil. Droit, Archives de philosophie du droit. Arch. Paul. Crime. Archives de politique criminelle, APC. AR. Article. ASD. Acute Stress Disorder, trouble de stress aigu. ASH. Actualité sociale, hebdomadaire. ASJ, Annuaire statistique de la justice. BAV. Bureau d'aide aux victimes, au sein du TGI. BEX, Bureau d'exécution des peines. BDV. Bureau des victimes, Bureau d'aide aux victimes. BOMJ, Bulletin officiel du ministère de la Justice. WOUL, Bulletin. WOUL. Crime. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, Chambre criminelle. WOUL. CIV 2, Deuxième Chambre civile. CA. Cour d'appel. CAS, Cour d'assises. CASF, Code de l'action sociale et de la famille. CAS. Cour de cassation. CCPI, Coalition pour la Cour pénale internationale. CDES, Ex-Commission départementale de l'éducation spéciale, VCDAPH. CE. Conseil de l'Europe, 47 États membres. CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. CDPD, Conseil départemental de prévention de la délinquance. CDAPH. Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. CESDH. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. CESDI. P. Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. CF confère. Chap. Chapitre. Chronique. CIVI. Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. CICC. Centre international de criminologie comparée, Montréal. CJ. Fédération des associations socio-judiciaires citoyens et justice. CJCE. Cour de justice des communautés européennes. CLCJ. Comité national de liaison des associations socio-éducatives intervenant dans le champ judiciaire. CNAV. Conseil national de l'aide aux victimes. CNC. Conférence nationale de criminologie. CNIDFF. Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles.
CNIL. Commission nationale de l'informatique et des libertés. CNV. Conseil national des villes. CNU. Conseil national des universités. COJ. Code de l'organisation judiciaire. COL. Collection. COMP. Comparer. CONC. Conclusion. CFG. Conférence du groupe familial. Contrat. Solution contraire. COPJ. Convocation par officier de police judiciaire. COTOREP. Ex-commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, VCDAPH. CP, CPE accent aigu N, Code pénal. CPI. Cour pénale internationale, 121-139e. CPP. CPPE accent aigu N, Code de procédure pénale. Crime. Chambre criminelle de la Cour de cassation. CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. CRPC. Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. CSR. Cercle de soutien et de responsabilité. CTNRHI. Comité technique national d'études et de recherche sur les handicaps et les inadaptations. CUMP. Cellule d'urgence médico-psychologique. D. Recueil d'allose. Décembre. Décret. DDASS. Direction départementale de l'action sanitaire et sociale. DIR. Ouvrage publié sous la direction de DIV. Délégation interministérielle à la ville. Docteur droit. Dev et SOC DS, Déviance et Société Revue. Ed. Editions éditeur. EOD, LOC. EODEM locaux, même référence, même endroit. EVS. Événements de vie et santé, 2005 à 2006. FGAO. Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. FGTI. Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. FIVA. Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. FITH. Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH-Sida. Gaz. PAL. Gazette du Palais. GERN. Groupement européen de recherche sur les normativités. GUG, Guichet unique de greffe. HEUNI. Institut européen sur la prévention et le contrôle du crime d'Helsinki. IPIDEM. IBIDEM, même référence. ICVS. International Crime Victim Survey. IDEA. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. IFJR, Institut français pour la justice restaurative. Infra, ci-dessous. IHESI, INHES. Institut des hautes études sur la sécurité intérieure. INAVM. Institut national d'aide aux victimes et de médiation. INRS. Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. INSEE. Institut national de la statistique et des études économiques. IPP. Incapacité permanente partielle. IPD. Incidence professionnelle définitive. ITT. Incapacité totale de travail. IPT. Incidence professionnelle temporaire. JCL. PE accent aigu N. Jurisclasseur droit pénal. JAC. Journal des accidents et des catastrophes. JAP. Juge de l'application des peines. JDJ-RAJS. Journal du droit des jeunes. JLD. Juge des libertés et de la détention. JO. Journal officiel. JUDEVI. Juge délégué aux victimes. 50 loi. LGDJ. Librairie générale de droit et de jurisprudence mine. Justice, ministère de la Justice. MJD. Maison de la Justice et du Droit. NCVS. National Crime Victimisation Survey États-Unis. NEP. Nouvelles études pénales. Notes, notamment. OCDE. Organisation de coopération et de développement économique, 34 États membres. ONDRP.
Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. ONIAM. Office national d'indemnisation des accidents médicaux. ONISR. Observatoire national interministériel de la sécurité routière. ONU, Organisation des Nations Unies, 193 États membres. OPCIT, Oper Citato ouvrage, article déjà cité. ORD. Ordonnance. PPP. PAGES. PJJ. Protection judiciaire de la jeunesse. PTSD. Post-traumatic stress disorder, trouble de stress post-traumatique. PUF. Presse universitaire de France. QPC. Question prioritaire de constitutionnalité. RAP. Rapport. RCA. Rêve, responsabilité civile et assurant. RDPC. Revue de droit pénal et de criminologie. RCV. Rencontre condamné-victime, milieu ouvert. RDV. Rencontre détenu-victime, milieu fermé. RECOM. Recommandation du Conseil de l'Europe. Rêve, revue. Rêve pénit. Revue pénitentiaire et de droit pénal. Rêve SC Crime RSC. Revue de sciences criminelles. RFS. Revue française de sociologie. RICPT. Revue internationale de criminologie et de police technique. RIDP. Revue internationale de droit pénal. RISS. Revue internationale des sciences sociales. RJOI. Revue juridique de l'océan Indien. RSA. Revenu de solidarité active. SADJAV. Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes, Ministère de la Justice. SAV. Service d'aide aux victimes. SAVU. Service d'aide aux victimes en urgence. SARVI. Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions. SCPC. Service central de la prévention de la corruption. SEDS. Service des études, de la documentation et des statistiques, Direction de l'administration pénitentiaire. SIDF. Société internationale de défense sociale. SIC. Société internationale de criminologie. SMV. Société mondiale de victimologie. SPIP. Service pénitentiaire d'insertion et de probation. Suive SS. Suivant S. Supra, ci-dessus. TGI. Tribunal de grande instance. TTR. Traitement en temps réel. UJP et UPPA. Unité Jean Pinatel de sciences criminelles comparées, Pau. UE. Union européenne, 28 États membres. UMJ. Urgence médico-judiciaire. UNIV, Université. UNODC. Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Genève. 5, voir. Vol, volume. VRWG. Victims Rights Working Group. Quand des personnes peu habituées à parler seront entendues par des personnes peu habituées à écouter, de grandes choses pourront arriver. Nelson Mandela. Introduction. Le droit des victimes est par définition complexe, car il recouvre une réalité humaine dont l'approche et le traitement commandent la pluridisciplinarité. Il importe de remarquer d'emblée que l'envers du crime n'est pas la première préoccupation du système de justice pénale qui se cristallise toujours prioritairement sur la recherche de la responsabilité de l'auteur et de la sanction idoine à lui infliger. Un travail conséquent de doctrine et de législation, déjà amorcé sous l'angle d'aspects particuliers, doit impérativement être entrepris pour offrir une unité et une cohérence à cet ensemble de réglementations, de jurisprudence et de pratiques aujourd'hui encore disparates, pour le moins éclatées, lors des prises en compte des victimes et ou de leurs proches. Un effort conséquent, amorcé certes depuis quelques années en ce qui concerne les victimisations cachées, par le biais des enquêtes de victimation menées par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, ONDRP, doit d'urgence être entrepris au niveau des statistiques officielles afin que chacun puisse connaître précisément les caractéristiques pénales, démographiques, sociales et culturelles des victimes et ou de leurs proches.
Une telle légèreté politique, professionnelle et scientifique à leur égard provient sans doute, et très curieusement, de l'absence d'intérêt pour la notion de victime au sein de la doctrine comme de la part de nombreux acteurs de la chaîne pénale. Dans les textes juridiques nationaux, on cherchera en vain une définition de la victime, sinon à l'article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, par principe de transposition impérative dans le droit positif. Très juridique et d'inspiration onusienne, le texte précise. Aux fins de la présente directive, on entend par victime toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale ou émotionnelle ou une perte matérielle, qui a été directement causée par une infraction pénale. 2. Les membres de la famille d'une personne dont le décès résulte directement d'une infraction pénale et qui ont subi un préjudice du fait du décès de cette personne. Le mot même de victime n'apparaîtra, semble-t-il, qu'en 1970 dans le Code de procédure pénale à propos du contrôle judiciaire, et a peiné à s'y inscrire pleinement. La généralisation de l'expression sera plus tardive en droit pénal, au travers des dispositions générales et spéciales du nouveau Code pénal institué par les lois du 22 juillet 1992. C'est donc le critère légal de l'infraction qui institue en victime la personne atteinte dans son corps, son honneur ou ses biens. Les victimologues adoptent assez généralement la définition de Benjamin Mendelssohn, l'un des fondateurs de la victimologie selon lequel la victime est une personne se situant individuellement ou faisant partie d'une collectivité, qui subirait les conséquences douloureuses déterminées par des facteurs de diverses origines, physiques, psychologiques, économiques, politiques et sociales mais aussi naturelles, catastrophes. Pour tenter de sortir de l'impasse notionnelle, peut être considérée comme victime toute personne en souffrance est. De telles souffrances doivent être personnelles, que la victimisation soit directe, indirecte ou collatérale, individuelle ou collective, atteigne une personne physique ou morale. Réelle, c'est-à-dire se traduire par des blessures corporelles, des traumatismes psychiques ou psychologiques, des dommages matériels et ou sociaux avérés, socialement reconnus comme inacceptables, transgression d'une valeur sociale essentielle, événement catastrophique, scandale sanitaire. B. Est de nature à justifier une prise en compte des personnes concernées, passant, selon les cas, par la nomination de l'acte ou de l'événement par l'autorité judiciaire, administrative, sanitaire ou civile, conduisant à la séparation symbolique des protagonistes, par la participation processuelle à la manifestation de la vérité, par des informations d'ordre juridique, des soins médicaux, psychothérapeutiques, un accompagnement psychologique, social et ou une indemnisation. La définition victimologique ainsi retenue, globale, conduit à souligner les trois piliers de l'action victimologique, tous acteurs et intervenants confondus tout au long de la chaîne pénale, nommer, séparer et réparer. Une telle définition opérationnelle se cristallise sur les traumatismes et les souffrances de toute origine, intensité et durée infligées de manière totalement illégitime et injuste aux victimes dans leur corps, leur dignité, leurs droits et leurs biens. Contrairement à la plupart des définitions disponibles, elle est davantage centrée sur la personne, pas simplement sur l'acte. Elle inclut les proches des victimes dont les souffrances sont consécutives à l'acte infractionnel, disparition d'un être cher, enfant témoin de violences familiales, manque à gagner, pertes matérielles diverses notamment, les victimes collectives, de droit commun comme de crimes de masse. Elle conduit à exclure pour l'essentiel, les simples manquements à la discipline sociale, les incivilités et les insécurités mineures qui relèvent ou devraient relever, d'autres contentieux et stratégies d'intervention et qui par conséquent asphyxient le système de justice pénale. Logiquement, la victimologie est une branche de la criminologie, en totale complémentarité avec l'agressologie, dans leurs dimensions générales et cliniques respectives. Naturellement, de la définition de la victime découle celle de la victimologie, laquelle doit circonscrire son domaine, comme toutes les autres sciences criminelles, aux transgressions des valeurs sociales essentielles. Dans cet esprit, la victimologie, branche de la criminologie, peut être définie comme la discipline scientifique multidisciplinaire ayant pour objet l'analyse globale des victimisations,
sous leur triple dimension individuelle, collective et sociale, dans leur émergence, leur processus, leurs conséquences et leurs répercussions, afin de favoriser leur prévention et le cas échéant, la réparation corporelle, psychologique, sociale et ou matérielle de la victime et ou de ses proches. Une telle définition souligne les points communs aux deux approches classiques, victimologique et juridique. La nécessaire prise en compte des souffrances des victimes, au sens large, la reconnaissance légale du statut de victime, sous tous ses aspects individuels et socio-culturels. La définition victimologique conduit alors à considérer l'aide aux victimes, au sens large, comme un ensemble d'activités, d'informations, d'accompagnement, de soutien et le cas échéant, de suivi au regard des réels besoins et attentes des victimes, dans l'ordre juridique, médical, psychologique et social. Les associations d'aide aux victimes ont vocation à mener cette mission généraliste, en partenariat avec les réseaux professionnels institutionnels ou associatifs plus spécialisés, ainsi qu'avec les associations de victimes dont les objectifs doivent néanmoins être très nettement distingués, V-Infra, Chap. 1. C'est dans ce contexte que s'est construit le droit des victimes, multiforme par définition, porteur de droits subjectifs incontournables à l'heure du procès équitable. 1. L'émergence des droits des victimes. Aujourd'hui, la victime demeure encore oubliée des contentieux la concernant, civil, administratif ou pénal. Cela n'a pas toujours été le cas, car avant l'étatisation totale de la justice, la victime jouait un rôle essentiel dans les poursuites comme dans la détermination de la sanction. En effet, à Athènes comme à Rome ou comme dans notre pays sous la domination franque, l'accusation est tenue par la victime ou sa famille. La victime est présente tout au long du procès, de manière très active, notamment devant les questionnesses perpétuées où elle est chargée d'instruire et de porter l'accusation publique à l'audience. Cette place prépondérante, à côté il est vrai de procédures plus inquisitoriales selon les époques, s'observe en France jusqu'au Xe siècle. Dans le même ordre d'idées, transactions et conciliations ont présidé et ou côtoyé les peines publiques. En ce sens, la vengeance privée a mis en place des techniques d'échange, de compensation volontaire n'ayant guère à voir avec la réputation de rigueur aveugle que lui prêtent toujours à tort, nombre de discours évolutionnistes contemporains. Apaiseurs, conciliateurs et arbitres se sont chargés ainsi, en marge des organes officiels de justice, de réparer les victimes, de les réconcilier autant que possible avec l'infracteur et de restaurer la paix communautaire. Une telle infrajustice, par la ritualisation de ces procédures, offrait aux victimes l'accès au symbolique. Comment ne pas apercevoir dans de telles pratiques de règlement des conflits les origines tangibles de la justice restaurative, que nous semblons avoir tant de mal à inventer en ce début de troisième millénaire. Pour des raisons pas toujours évidentes de lutte contre l'arbitraire, l'hétérogénéité, la démesure de la justice privée, l'État s'est arrogé le monopole de la réaction pénale, incrimination, procédure et exécution des peines, pour imposer son autorité politique, signant par là la fin de l'âge d'or de la victime. Au mépris de plus en plus nettement des droits de la victime, pour le moins dans les systèmes inquisitoires de procédure pénale. Généralisée au cours des XIVe et XVe siècles, la procédure inquisitoire confisque à la victime le pouvoir d'accusation au profit des procureurs et lui retire tout pouvoir durant l'instruction et le jugement au bénéfice des juges. L'injure privée devenant une transgression de la loi, la réponse pénale atteint principalement le condamné dans son corps ou ses biens, sans beaucoup de considération de la victime, qui obtient dans le meilleur des cas une indemnisation pécuniaire de ses préjudices, abandonnée à la solvabilité du débiteur condamné. Pour autant, dans les systèmes accusatoires, de common law, le rôle a priori princeps de la victime dans le déclenchement des poursuites n'avait pas d'équivalent quant aux modalités de son indemnisation, laissées à l'appréciation des juges. En France, de manière bien spécifique et isolée, le Code d'instruction criminelle de 1808 aménage l'action civile de la victime. Il faudra cependant attendre 1921 pour que la victime puisse être représentée et ou assistée par un conseil. Le Code de procédure pénale de 1958 accentue les droits des parties civiles, mais leur prise en charge demeure aujourd'hui encore très largement indemnitaire. C'est de cet oubli-là que provient la radicalisation vindicative de certaines victimes et ou de leurs proches, qui, devant la considération misérable dont elles font l'objet, critiquent fort et sans nuance la prise en charge bien trop privilégiée selon elles des infracteurs.
Les négligences accumulées dans le respect des droits des victimes constituent une victimisation secondaire, souvent plus cruelle encore que l'agression primaire et définitivement inacceptable. Bien connues des praticiens aujourd'hui, elles sont aisément évitables. La prise en compte des droits de la victime intervient réellement au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Elle tient principalement à l'évolution des conditions sociales et culturelles de vie dans nos sociétés occidentales. Paradoxalement, leur reconnaissance a cristallisé une posture de concurrence de la part des promoteurs des droits humains, des droits de la défense de l'infracteur en particulier. 2. La re-émergence d'une société punitive. Une telle évolution n'est pas liée au hasard mais au désespérant mécanisme, si bien nommé, de décenseur social. En effet, l'accroissement des inégalités, sensible durant les 30 glorieuses, dramatique au cours des 30 piteuses pour laisser place aux 30 calamiteuses que nous n'arrivons plus à quitter, a provoqué une augmentation très nette des actes criminels, au sens large des actes incriminés pénalement. Il importe immédiatement de souligner que ce sont massivement des comportements délictuels d'appropriation qui ont tant progressé. N'oublions pas que les actes graves contre les personnes, l'autorité ou les biens sont en régression constante, en chiffres bruts et davantage encore en taux par habitant, quand bien même une légère stabilisation s'observe ces toutes dernières années, sans aucun doute en lien avec la levée de nombreux tabous concernant les violences au sein de la famille ou celles de nature sexuelle, aujourd'hui mieux reportées et surtout réellement poursuivies. En ce sens, un peu plus de 5000 condamnations étaient prononcées pour crimes durant les années 1850 contre environ 2600 ces dernières décennies, dont 2500 homicides en 1850 et 450 en 2012, alors que la population française a pratiquement été multipliée par 2 durant cette période. Le nombre d'homicides atteint aujourd'hui un seuil historiquement bas. Plus généralement et de longue date, les crimes représentent 0,5% de l'ensemble des condamnations prononcées par les juridictions répressives. Il n'empêche qu'une telle augmentation des infractions d'appropriation banale a provoqué l'émergence d'un sentiment d'insécurité dans la population. Abusivement exploité encore par certains acteurs sociopolitiques, incapables de freiner les autres réelles sources d'insécurité, l'insécurité criminelle est devenue la préoccupation essentielle des Français, vraisemblablement de la plupart des citoyens des pays continentaux privilégiés. Si les victimes ont pu apercevoir qu'au conflit auquel elles étaient exposées répond principalement, et anormalement l'inflation pénale, elles peinent toujours à se voir reconnaître dans leur dignité d'être humains traumatisés par l'acte criminel, atteinte à une valeur sociale essentielle. L'État se trouve ainsi comme pris au piège du monopole sans partage qu'il a mis de longs siècles à péniblement s'arroger. Débordé de toutes parts par la montée des précarités, dans un pays pourtant détenteur de multiples richesses, l'État ne s'est investi que dans les réponses à apporter au conflit. Par facilité autant que par idéologie, la croyance déraisonnable qu'il a placée dans les vertus intimidatrices de la norme l'a conduit à privilégier les réponses pénales. Délaissant le temps des questions relatives à l'émergence, à la consolidation et à la répétition des transgressions comme des victimisations, il peine à donner un véritable sens à son intervention. Pour éviter que le flot tumultueux des transgressions ne rompe les digues normatives des interdits, comme pour satisfaire les revendications sécuritaristes de plus en plus aiguës des citoyens, le recours aux expédients s'impose. Plus de murs pour contenir, plus de vannes pour délester, plus de bassins pour ghettoiser dans le paysage socioculturel, français pour le moins. Répondre, toujours répondre, en temps réel, au risque de confondre célérité et efficacité, vitesse et précipitation, stigmatisation et réintégration. Ainsi et par exemple, au moins 70 fichiers de police existent aujourd'hui, dont 44 ont été créés après 2002, plus de 50 textes relatifs à la sécurité et ou aux sécuritaires ont été adoptés depuis cette date. Mais l'inflation pénale, au-delà de l'incertitude à connaître le bien du mal, facteur d'anomie, au risque de méconnaissance de l'existence même de la norme, à l'impossible application de tous les textes par le juge, produit un tel dysfonctionnement dans le système que dans 8 cas sur 10, il y a classement sans suite, dans 8 cas sur 10 la plainte est écartée, dans 8 cas sur 10 la souffrance est considérée comme un apostrophe, ayant jamais existé. Aubaine hypocrite pour l'infracteur, lâcheté, irrespect pour la victime, démagogie populiste à l'égard des citoyens.
L'argument de la faible gravité des faits, comme celui de l'importance des procédures contre X, sont souvent avancés pour justifier ce taux élevé de classement sans suite. Effet pervers du tout répressif. D'où l'invention technocratique du concept d'affaire poursuivable, qui ne change rien à l'observation objective de la réalité criminelle, toute catégorie d'infractions confondues. Il devient alors urgent de décriminaliser car la déception des victimes, leur perte de confiance dans le législateur ou le juge, sera d'autant plus grande qu'elles ont cru au caractère pénal du conflit. En effet, nombre d'auteurs, en demeurant ainsi inconnus, désarment le système pénal et privent souvent les victimes de la réparation qui leur est pourtant due. La mise en œuvre d'une alternative aux poursuites ne prend qu'insuffisamment en compte la réparation globale de la victime, sinon au cas de médiation pénale. Quand les poursuites ont lieu, les victimes ne sont pas toujours convoquées, notamment au cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de comparution immédiate. Quand la condamnation intervient, les victimes qui n'entrent pas dans le champ de compétence de la CIVI ou du SARVI ne sont toujours pas indemnisées, non seulement à cause des faibles moyens des condamnés, y compris lorsqu'ils effectuent un travail en prison, mais aussi de l'absence de cohérence dans la mise en place du versement des indemnités accordées. Et l'explosion de la société assurantielle, soucieuse de couvrir tous les risques à tout prix, comme celle du marché privé de la sécurité investissant le crime comme une rentable industrie, nous écarte encore davantage de cette réflexion, pourtant inévitable, sur les raisons de l'émergence et de la consolidation des passages à l'acte criminel et partant des victimisations. 3. L'apparition de la victimologie et de l'aide aux victimes. Apparue au milieu du XXe siècle, la victimologie est une science récente. Pour être la discipline la plus en vue à l'heure actuelle des sciences criminelles, c'est encore la plus mal connue. Il est pour le moins surprenant que les chercheurs aient pu occulter durant de si longues décennies, dans leurs travaux sur le phénomène criminel, l'existence même de la victime pour ne s'intéresser qu'aux infracteurs. Les premiers travaux de victimologie ont vu le jour après la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'est pas vraiment un hasard au regard des crimes atroces dont a souffert un nombre considérable de victimes, de l'Holocauste comme des faits de guerre, toutes victimes dans leur chair, dans leur dignité humaine, dans leurs biens socioculturels au sens large. Les recherches alors entreprises sont nettement étiologiques, la question centrale demeurant celle du rôle tenu par la victime de l'acte criminel. Les excès comme les insuffisances de ces approches d'inspiration positiviste ont conduit à déplacer les observations vers les caractéristiques statistiques réelles du phénomène et surtout, vers le vécu des victimes d'actes criminels. Les travaux des victimologues féministes ont été, et demeurent déterminants à ces égards. En pleine effervescence, la victimologie oscille actuellement entre approches juridiques, biopsychologiques et sociologiques. Si la criminologie paraît être le lieu de synthèse privilégié des apports spécialisés des disciplines précitées, elle va devoir corriger son image, péjorativement annoncée comme rétrograde, de science du criminel. Ce qu'elle n'est plus exclusivement lorsque les recherches qui l'alimentent, quittant la tentation réductionniste, sont de stratégie globale et intégrée. C'est l'objet même de ce qu'il est dorénavant convenu de nommer l'agressologie. Et la victimologie va devoir s'efforcer de ne pas s'enfermer dans l'art de blâmer les victimes. Ce qu'elle ne fait plus lorsqu'elle interroge les expériences vécues par les victimes en vue de tendre à leur réparation globale. Mais les clichés, consistant encore souvent à considérer les termes de criminologie en général, d'agressologie et de victimologie en particulier comme des tares, ont souvent raison des démonstrations scientifiques en ce domaine si complexe d'humanité. La victimologie et l'agressologie se doivent de les dépasser en apportant la preuve de leur complémentarité à aborder les deux faces d'une même réalité. Le crime posé par l'infracteur au préjudice d'une victime au sein d'une communauté d'êtres humains. L'évolution du système de justice pénale vers une approche plus restaurative que rétributive des conflits trace depuis longtemps les linéaments d'une tellement riche collaboration. De plus en plus nombreux sont en ce sens les travaux scientifiques qui aujourd'hui constatent parmi les personnes exposées au crime, plus que proportionnellement notamment, l'interchangeabilité des rôles de victime et d'infracteur, la propension de certaines victimes à s'exposer à des victimisations répétées,
la proximité socioculturelle des protagonistes, les précarités de toute origine et intensité qui les accablent, les imperfections de leur prise en charge, indifférence sociale à leur devenir, voire leur stigmatisation comme fauteurs de tranquillité sociale lorsqu'ils revendiquent leur droit légitime à la resocialisation, mais aussi le courage et la volonté des plus déterminés d'entre eux à surmonter ces moments douloureux, mais encore la résilience qui rend possible à d'autres personnalités fracassées la reconstitution de leur vie psychique et sociale par l'activation de facteurs de protection quasi providentiels. Cette complémentarité souligne peut-être davantage encore la pertinence de l'approche globale et intégrée du crime, sous sa double dimension agie et subie, pour une meilleure connaissance des caractéristiques psychologiques et sociales des uns comme des autres qui, en ce qui touche aux atteintes graves aux valeurs essentielles pour le moins, n'entrent pas et ne demeurent pas dans le conflit d'ordre criminel par hasard ou par déterminisme biopsychologique, socio-économique ou culturel. En totale harmonie, l'agressologie et la victimologie doivent promouvoir, avec des stratégies de prise en compte adaptées, le retour d'êtres humains parmi les autres êtres humains. N'est-ce pas là la seule finalité motivante de l'intervention sociale à l'égard de ceux qui souffrent ? Le premier congrès mondial de victimologie n'a eu lieu qu'en 1973, à Jérusalem. À ce jour, 14 autres congrès ont été organisés: Boston 1976, Münster 1979, Tokyo 1982, Zagreb 1985, Jérusalem 1988, Rio de Janeiro 1991, Adélaïde 1994, Amsterdam 1997, Montréal 2000, Durban Afrique du Sud 2003, Orlando USA 2006, Mito Japon 2009, La Haye 2012. Le prochain se tiendra en 2015 à Perth, Australie. La World Society of Victimology a été fondée en 1979 à Münster. 2 publications internationales ont été créées. Victimology, en International Journal, par E. Viano, 1976, aujourd'hui disparu. The International Review of Victimology, revue de la Société mondiale de victimologie, 1990, qui publie également un bulletin d'information intitulé The Victimologist. Après le Journal international de victimologie, JIDV.com, la revue francophone de victimologie, THYMA, vient de voir le jour en France, TIMA.fr. Les premières législations nationales spécifiques aux victimes ont vu le jour dans les années 1960, dans le registre principalement indemnitaire. En Nouvelle-Zélande, 1963, Grande-Bretagne 1964, États-Unis, la Californie ouvrant la voie en 1965, Canada à compter de 1967, Autriche 1972, Finlande 1973, République fédérale d'Allemagne 1976, Suède 1978. Sous la pression de quelques pays, des textes internationaux, déclarations de l'ONU en 1985 notamment ou régionaux, Convention européenne de dédommagement des victimes d'infractions violentes en 1983, recommandations du Conseil des ministres de 1983, 1985, 1987, 2006 et 1999, décision cadre du 15 mars 2001, directive du 25 octobre 2012, directives spécifiques à certaines catégories de victimes de 2011 principalement ont été adoptées. En 1990, un forum européen des associations d'aide aux victimes, regroupant des organisations nationales, a été créé pour soutenir le développement des associations d'aide aux victimes en Europe, favoriser l'indemnisation juste et équitable des victimes d'infractions en Europe sans condition de nationalité, améliorer les droits des victimes en Europe dans leurs relations avec la justice pénale. Il s'est transformé plus récemment, en 2007, en un regroupement dénommé Victimes Support Europe, comprenant 38 organisations implantées dans 25 pays européens. Dans le même esprit, s'est constitué le Forum européen de justice restaurative et de médiation. Les premières structures d'aide aux victimes, massivement associatives, se sont mises effectivement en place à la fin des années 1970 seulement. Elles jouent actuellement un rôle fondamental pour la reconnaissance des droits des victimes, sauf à pouvoir affronter des difficultés financières de plus en plus préoccupantes. 4. L'impact des théories victimologiques sur les droits des victimes. Inévitablement,
Les théories victimologiques se sont inscrites dans les constats criminologiques qui ont entouré sa création au début des années 1950, très étroitement orientées, en l'état des connaissances scientifiques de l'époque, vers les caractéristiques de l'acte, les mécanismes du passage à l'acte et la personnalité du seul infracteur. Indéniablement, au cours des dernières décennies, les théories victimologiques ont permis de promouvoir en permanence l'humanisation du processus pénal au bénéfice de tous ceux qui sont concernés par le crime subi commis. Des protagonistes eux-mêmes à la société tout entière, en passant naturellement par les nombreux intervenants soucieux CX, dans le cadre d'une stratégie transdisciplinaire pour le moins, de la prévention, de la répression et du traitement les plus harmonieux possibles du phénomène criminel. En réaction parfois excessive aux travaux sur le couple pénal, les victimologues féministes ont provoqué une première, riche et salutaire rupture épistémologique, sans laquelle la victimologie n'aurait sans doute pas survécu. Avec le souci d'appréhender les violences faites aux femmes dans leur totalité, elles mettent en place des enquêtes de victimisation, sur le modèle en plein essor des enquêtes d'autoconfession réservées aux potentiels infracteurs. Les résultats obtenus sont uniques et très pertinents. Le profil des victimes est pour la première fois établi, les raisons du non-report des victimisations qu'elles subissent sont systématisées, le parcours stigmatisant que leur inflige l'appareil judiciaire, au sens large, est bien balisé pour l'essentiel. De manière sensible, l'indemnisation des victimes et ou de leurs proches s'est ainsi déplacée de la stricte indemnisation pécuniaire au droit à la réparation globale des personnes victimes d'infractions. La procédure française d'indemnisation apparaît comme l'une des plus performantes au monde par une articulation heureuse entre la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, CIVI, juridiction civile, autonome, et le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, FGTI, alimenté par un prélèvement de 3,30 € sur tous les contrats d'assurance de biens. Victimes et ou proches sont indemnisés rapidement après les faits par la collectivité nationale. Les constats quotidiens des praticiens des associations d'aide aux victimes notamment, relayés par la doctrine victimologique, ont conduit en effet à élargir le champ des préjudices réparables, dans leur nature et le montant de leur indemnisation. Leur variété se mesure à l'aune des multiples préjudices retenus, temporaires ou permanents, actuels et futurs. Dans le même ordre d'idées, l'impact de la victimologie théorique et clinique se manifeste encore au travers du droit à l'indemnisation de préjudices particuliers aux situations infractionnelles et ou à leurs conséquences à plus ou moins long terme. À titre d'exemple, les indemnisations accordées aux victimes de terrorisme ou à leurs proches ont profondément évolué. Elles ont souligné plus particulièrement la persistance, plus ou moins longtemps après les faits, de souffrances physiques, psychologiques et sociales graves, particulièrement préoccupantes en termes de santé publique, stress post-traumatique, séquelles auditives persistantes, dérèglement des aptitudes sociales et professionnelles, dépression persistante principalement. De telles victimisations collectives, très complexes, nécessitent des interventions médicales et psychologiques immédiates de très grande qualité, au travers de la mise en place d'équipes multidisciplinaires spécialement formées pour traiter ces victimes physiques et ou psychiques. Un autre exemple de l'impact des travaux et pratiques victimologiques provient de la transposition aux personnes victimes d'infractions graves des connaissances acquises sur l'état de stress consécutif à l'événement criminel, élargissant par là même encore le champ de leur droit à indemnisation. Il est aujourd'hui démontré que les personnes victimes d'infractions graves subissent, par l'effraction psychique que provoque l'acte criminel, un traumatisme, véritable blessure psychique plus ou moins profond. Totalement imprévisible, le traumatisme peut être déformé par les représentations, la résistance, les aptitudes et les soutiens sociaux propres à chacun. L'angoisse qui découle de l'événement peut déboucher sur un état de stress, généralement bref, adapté ou non, voire sur un état confusionnel durant les jours qui suivent l'acte criminel. Mais lorsque le sujet est confronté au réel de la mort, physique ou psychique en cas de viol, à l'imminence de sa propre mort, à celle d'un proche ou de toute autre personne, le trauma peut conduire à des blessures psychiques plus intenses. Ainsi, l'effroi qui caractérise ce moment vécu très particulier, sidération, arrêt de la pensée, image du néant,
est un symptôme pertinent de la survenue d'un trauma susceptible de caractériser une névrose traumatique. L'accompagnement psychologique des intéressés s'est heureusement développé sur ses bases au sein même du système de justice pénale, au travers de dispositifs de soins très originaux et performants. Création de cellules d'urgence médico-psychologiques, pluridisciplinaires, intervenant sur les lieux mêmes de l'attentat ou de l'infraction, pratiques thérapeutiques spécialisées très originales et performantes notamment. Un dernier exemple illustre encore cette riche collaboration entre victimologues et criminalistes. Sous l'impulsion conjointe de policiers ou gendarmes et des professionnels de l'aide aux victimes, l'installation d'intervenants ES sociaux en commissariat et en gendarmerie est en cours de généralisation, effective aujourd'hui sur près de 200 sites. C'est dans ce même esprit d'intervention pluridisciplinaire, au plus près des faits, qu'ont été créées dans les années 2000 les associations d'aide aux victimes en urgence, encore dénommées SAVU. Les travaux les plus récents soulignent plus généralement que pour symboliser l'émotion, il importe encore de la mémoriser de la manière la plus réaliste possible. Il semblerait que le partage social de l'émotion la facilite, la parole des tiers ajoutant d'autres significations à celle donnée par la victime à l'événement traumatique. Au-delà de la restauration individuelle de la victime elle-même, par le partage social de l'émotion, les liens affectifs entre humains se renforcent et participent, plus globalement, à la consolidation de l'harmonie sociale. D'où la nécessité de toujours replacer le traitement du traumatisme dans un contexte victimologique plus large, afin de prendre en compte la victime de manière vraiment globale. L'évolution vers une réparation globale de la victime d'infraction et de ses proches apparaît comme le meilleur exemple d'une effective collaboration entre victimologues, juristes, professionnels de l'aide aux victimes, policiers et gendarmes, magistrats et, plus largement, tous les acteurs socio-judiciaires engagés dans la prévention, la répression et le traitement du phénomène criminel, y compris qualité de législateur. Mais effectivité, capacité du système de justice pénale à absorber les coûts en personnel et matériel de ces trois missions complémentaires, n'est pas forcément synonyme d'efficacité, instrumentale, afin de résocialiser et réparer les intéressés, symbolique pour apaiser socialement, pédagogique pour obtenir le respect de la valeur protégée et la légitimité de sa sanction en cas de refus. La preuve en est la permanence de formes atténuées mais toujours insidieuses, fortement déstabilisantes voire même traumatisantes, de victimisation secondaire. Il est en ce sens remarquable de noter que les travaux victimologiques ont très tôt aperçu les manifestations perverses de la victimisation secondaire. Les victimologues féministes ont effectivement mis en évidence, à l'occasion des enquêtes de victimisation que lors de leur prise en charge par le système de justice pénale, du policier au juge, d'instruction, de jugement et de l'exécution-application des peines, les personnes victimes sont frappées tout à fait injustement de victimisation secondaire. De nature à freiner au surplus la saisine des autorités compétentes pour connaître et traiter leurs souffrances, ces négligences graves à l'égard des personnes victimes sont multiples et attentatoires à leur dignité même, comme aux principes fondamentaux du procès équitable. Dérision quant à l'appréciation des faits reportés, provocation. De manière tout aussi pertinente, les travaux des victimologues féministes ont permis que la victime soit enfin reconnue au travers des souffrances qu'elle subit, que l'infraction soit reportée ou non, voire évacuée en cours de procédure. À la suite des propositions classiques sur les facteurs victimogènes, elles ont systématisé, grâce aux mêmes enquêtes, les caractéristiques personnelles et sociales des victimes de crimes. En ce sens et de manière schématique, les lieux des victimisations les plus graves sont moins les transports en commun ou les parkings que le foyer familial lui-même. L'agresseur est alors connu de la plupart des personnes victimes. D'une manière synthétique, les personnes victimes vivent dans des situations de précarité diversifiées et profondes. En matière de violence conjugale ou sexuelle, chronicité et survictimisation sont la règle. Les liens entre violence agie et subie sont mis en évidence. Plus spécifiquement encore, les raisons du non-report des victimisations auprès des autorités compétentes sont nettement identifiées. Vulnérabilité de la victime, peur des représailles,
honte à dévoiler ce que l'on a subi ou pas pu empêcher, méconnaissance et crainte des recours principalement. À l'issue de ces travaux, il n'est pas étonnant que leurs auteurs défendent avec justesse la nécessité de prise en compte, nettement plus élaborée, en offrant à la victime la possibilité de reprendre en main ses propres affaires par l'apprivoisement des droits que son statut juridique contemporain lui confère, dans une authentique stratégie d'empowerment. Il importe absolument de placer les protagonistes au cœur de la résolution de leurs conflits, en complémentarité avec le système de justice pénale. Leurs propositions s'inscrivent ainsi dans la philosophie de la justice restaurative et des mesures qu'elle promeut. Ayant le souci de tous, la justice restaurative offre aux intéressés l'opportunité d'une rencontre volontaire afin qu'ils échangent, selon les mesures, autour des caractéristiques, des conséquences et des répercussions du conflit de nature pénale qui les oppose, quelle que soit la gravité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.